Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Et nous sommes en live. Tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. Mais salut Pierre, comment ça va? Salut Clémence, salut à tous. On est super content de vous retrouver pour ce débrief. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, effectivement, ça faisait longtemps puisqu'on devait avoir normalement un Grand Prix de Chine qu'on n'a pas eu. Donc on n'a pas eu de course pendant 4 semaines alors qu'on va attaquer 4 courses en 5 week-ends. Comment est-ce que tu as vécu cette pause? Est-ce que ça t'a fait du bien à l'heure de Liberty Media et des 46 Grands Prix par saison ou ça t'a manqué au bout d'un moment quand même? Non, non, ça a quand même manqué. Alors, bon, moi j'avais un peu en lot de consolation, j'avais la NASCAR à peu près toutes les semaines. Il y a eu également un petit peu de MotoGP. Il me semble qu'entre les deux, on a eu les 6 heures de Portimao. Ou c'était peut-être Absolument. avant, je ne sais plus. Donc, il y avait quand même de l'actu, mais bon, c'est vrai que ça commençait. Enfin, l'Australie nous semblait loin, et pas que sur un planisphère. C'est vrai. L'Australie nous semblait loin et pour le retour de la F1, on a eu le droit à un nouveau format, un format qu'on n'avait encore jamais expérimenté, celui de deux qualifs dans le week-end, une qualif pour la course normale et une qualif pour la course sprint. Alors je sais pas si tu te souviens, parce qu'on a fait cette émission-là ensemble, toi, moi et Clyde, et c'est Clyde qui nous disait ça à l'époque et qui nous disait, vous allez voir qu'un jour la F1 fera deux grands prix par week-end quasiment, avec beaucoup plus de points de prévus. C'était à l'époque où les courses sprint, c'était juste des points pour être premier et c'était une semi-qualif. Là, on est de plus en plus là-dedans. Est-ce que c'est un nouveau format qui te plaît? Est-ce que c'est un nouveau format qui te dérange? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé durant ce week-end de ce nouveau format? Alors, pour moi, le premier point, c'est la communication. C'est pas un truc qu'on annonce la semaine du Grand Prix. C'est quelque chose qui aurait peut-être pu être anticipé. Alors, je pense et j'ose espérer que les équipes avaient été prévenues bien en amont. Et je trouve que pour quelqu'un qui découvre la F1, c'est pas la meilleure chose. C'est-à-dire, pour moi, le format sprint l'année dernière n'a fonctionné que sur une seule course, Interlagos, pour ne pas la citer. Qui était la même où ça avait fonctionné en 2021 d'ailleurs. Exactement. Maintenant, de faire une qualif shootout, de faire une course sprint, etc., enfin, surtout à Bakou, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas dire la sieste dominicale, mais ça n'a absolument pas rebattu les cartes. On était non pas sur une course sprint, mais une course de gestion, chose que, enfin, si, selon moi, c'est pas tout à fait le but recherché par Liberty Media. Est-ce que ça vient de la gamme Pirelli qui a été amenée, à savoir, il y avait les softs, on savait que ça pouvait pas tenir. D'ailleurs, Norris et Bottas, de mémoire, en ont fait les frais pendant la sprint. Les médiums sur une course qui faisait, je crois, 17 tours, ça pouvait rouler. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas été emballé. Et je trouve que sur une piste qui est semi-permanente, parce que c'est le cas de Bakou, ça ne se Bah, même prête. complètement, enfin les non permanentes complètement. Il y a pas de, il y a pas l'asphalte. Je suis d'accord, l'asphalte est refait chaque année pour le Grand Prix, mais c'est un circuit urbain. Il n'y a pas de zone qui est dédiée à la F1 strictement pendant la saison. Mais l'asphalte est refait effectivement. Ouais. Mais pour moi, enfin, on revient après un mois. Il y a eu un mois d'interruption, excusez-moi. On revient, quasiment toutes les écuries venaient avec des nouveautés, etc. Donc il faut comparer au niveau data, etc. Là, ils ont eu une seule séance d'essai. Et pour moi, au niveau de la préparation pour le Grand Prix, il en manquait une deuxième, c'est-à-dire à vouloir trop envoyer les équipes dans l'inconnu. Ça a plus mis en difficulté déjà les écuries et ça a nui concrètement au spectacle qu'on pouvait espérer. On sait qu'à Bakou, il se passe beaucoup de choses, généralement. Ça n'a pas été le cas cette année, que ce soit aussi bien au niveau de la sprint qu'au niveau du Grand Prix, mais on va en parler un petit peu après. Ce Alors que quand j'allais même, dire.
Alors, il y a une question qui fera compo sur le Grand Prix, mais est-ce que c'est pas l'édition la plus ennuyante qu'on a eu de Bakou depuis que Bakou est en F1? Je me pose la question justement, mais on en reparlera tout à l'heure, mais qu'on garde cette question. Ah, vas-y, je te laisse continuer. je voulais te demander, tu as suivi la F2? J'ai suivi la F2, absolument. Alors, je voulais avoir ton ressenti par rapport entre ce qu'on a vu en F1 et en F2. C'est-à-dire, sur quel point de vue? Sur quel aspect? Alors, il me semble que la sprint a eu également lieu en F2, je crois. Non, mais alors en F2, tu sais, à chaque course, t'as sprint et course longue. C'est Ouais. ça à chaque week-end de course. Donc, tu as ta qualif le vendredi. En gros, tu as une séance d'essai, ta qualif le vendredi. Une course sprint le samedi où les 10 premiers de la qualif sont en ordre inversé. Et une course feature le dimanche, qui est la course longue, avec l'ordre de grille de départ de la qualif. Donc, c'était comme à chaque fois. Et pour le coup, on a eu à peu près la même chose qu'à chaque fois à Bakou, c'est-à-dire du spectacle. On a eu une course de F2 avec de sprint qui s'est terminée dans les derniers tours avec beaucoup d'abandons et un redépart un peu what the fuck. On a eu une course feature qui a été beaucoup plus gérée, mais en fait, la partie F2 était très proche des années précédentes à Bakou. Là, la partie F1, pour revenir dessus, moi ce que j'ai pas du tout aimé, déjà je suis d'accord avec toi, le fait qu'il n'y ait pas eu de séance d'essai, d'une séance d'essai pour les écuries, t'as Il l'impression y de a, les jeter dans le bain pour rien. il y a eu qu'une Bon, heure, hein. il n'y a eu qu'une heure, voilà. Ensuite, tu refais une qualif avec exactement le même format que ta qualif habituelle. Si tu veux faire une nouvelle qualif, tente un nouveau format, mets tout le monde pendant une heure ou même pendant une demi-heure en piste et chacun fait autant de tours qu'il veut. Retente les qualifs des années 2000 avec un tour par personne. Ne retente surtout pas la qualif de 2016 avec les éliminations au Oui, temps. Ah non, 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 jamais. ça. Mais tu vois, tu pouvais tenter d'autres formats, tu l'as pas fait. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ta course sprint, elle sert à rien. Avant, il nous disait la course sprint, c'est une qualif sprint, c'est-à-dire que les résultats de la course sprint donnent les résultats De de la la grille de grille du départ du dimanche. GP. Ce qui faisait que quand tu avais un pilote comme Lewis Hamilton en 2021 qui devait remonter, il y avait de l'attaque. Quand tu avais un peu plus de gestion à avoir, comme à Silverstone, tu avais de la gestion. Là, tu étais dans une configuration où les mecs, ils n'avaient pas fait d'essai. Et ils se retrouvaient dans une course qui ne servait pas à grand chose. Et du coup, cette course-là a servi d'essai grandeur nature. Ce qui a en plus permis aux écuries de faire des essais de gestion de pneus dans le trafic, finalement, d'avoir des datas sur la gestion de pneus dans le trafic, ce qui les a aidés pour la course. Et plus elles ont de données pour la course, plus on sait que la course peut être cadrée, millimétrée et avec très peu de rebondissements. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est qu'on a assisté le samedi à une séance d'essai grandeur nature et du coup le dimanche à une course fade qui était en fait le copier-coller du samedi, ce qu'on avait assisté. Et le samedi, on avait eu la qualif qui était le copier-coller de la qualif du vendredi. Donc en fait, on a eu deux fois chaque truc sans que ça nous apporte quelque chose. D'habitude, j'aimais pas la course sprint, mais je pouvais comprendre les arguments de la F1. Je les aime pas, mais je pouvais comprendre leur truc de on teste un nouveau format de qualif. Là, t'as rien testé du tout. T'as juste fait deux courses. Ce qui est ton but en fait au final, ce que disait Clyde dans notre podcast, mais c'est ton but au final, c'est de faire deux courses. Mais C'est ça. assume-le complètement, parce que là, ça ne sert enfin, ce qui s'est passé, ça ne servit à rien. Non, voilà. Encore une fois, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre, par exemple, la F1 en 2023 pour des raisons XY. Hein, on va pas s'attarder sur l'étendue des facteurs qui peuvent amener à regarder ou pas. Mais tu découvres une discipline, tu sais que bon, d'ordinaire, il y a les essais, il y a la qualif, à la fin de la qualif, tu as ta grille. Là, tu te retrouves avec essais, les qualifications pour la course du dimanche. Le vendredi, tu te retrouves avec une qualif spéciale qui conditionne une course, mais dont le résultat n'influe absolument pas la grille du dimanche. C'est un truc qui ne veut absolument rien dire. Ah bon, on est Il d'accord. n'y a aucune logique. Ils auraient dit à la rigueur, on fait une qualif, selon moi, ils auraient dit, on fait la séance d'essai le vendredi matin. Vendredi après-midi, on reste en essai. Le samedi matin, on fait une qualif shootout. On fait une sprint le samedi après-midi. Le résultat de la course sprint conditionne la grille du dimanche. Ok, c'est limpide, c'est linéaire, on comprend. Et là, le gars qui, par exemple, j'en sais rien, 10e ou 11e, il va peut-être un petit peu se bouger, peut-être pour essayer de remonter, 8e ou 7e. Là, ça se joue. Là, absolument pas.
là, qu'est-ce que tu avais à gagner quand tu étais en dehors du top 8? Tu n'avais rien à gagner, tu avais juste une Non, voiture que tu pouvais ruiner pour le dimanche. c'est ça. Bon, après, ceci dit, pour moi, l'une des seules actions qu'on a eues. Alors, pour moi, les deux actions qu'on a eues, on sait que la Red Bull, dès qu'il y a le DRS, elle est imbattable et ça s'est vu sur le dépassement de Pérez sur Leclerc, aussi bien le samedi que le dimanche. J'ai bien aimé l'attitude offensive de Russell, moins compris la réaction exacerbée de Verstappen. Pour moi, bon, on est avec des camions, hein. Enfin, excusez la comparaison, mais Non, mais tu as voilà. raison, c'est des F1 qui sont beaucoup plus compliqués à manipuler. Effectivement, tu as une gestion de l'espace qui est moins bonne qu'avec les générations précédentes. Tu as raison de le dire, oui. Donc, pour moi, il tente au premier virage. Bon, ça marche pas. Verstappen a une meilleure sortie. Euh, il y a le deuxième virage qui est pas très loin. Donc là, hop, Russell retente une deuxième fois. On est sur un départ, hein. Donc, c'est-à-dire les pneus, oui, sont pas tout à fait chauds. Donc, selon moi, euh, comment dire, ce que dit Russell, il a raison quand il dit bah j'ai pas de grippe. Verstappen qui après la course lui dit bah ouais mon pote, mais personne n'avait de grippe. Oui, bon, ça revient à ce qu'on disait avant par rapport au manque d'essais. Première chose. Euh, mais Russell, il a raison de tenter. Enfin, il sait que s'il tente pas là au moment du départ, il y a aucun moment. Et je trouve que ça a été l'un des seuls avec Pérez à vraiment jouer le jeu de la sprint. Hmm. Ils ont été que deux, selon moi. Ouais, et encore, enfin, ouais, jouer le jeu, c'est un bien grand mot. Je trouve que, Ouais. voilà. Mais oui, t'as raison. C'est ce qu'on peut ressortir du lot où vraiment, enfin, de toute façon, il n'y avait aucun intérêt. Je me suis mis, moi, Mm. sur le on-board des pilotes après la 10e place pour me marrer, Ouais. pour me dire, mais qu'est-ce qu'eux ont à gagner de cette course? Et rien. Enfin, moi, j'aurais été eux. Une fois que tu as récupéré tes datas pour la vraie course et que tu sais à peu près comment la voiture se comporte dans le peloton avec les softs, tu rentres au stand et puis Mm. t'abandonnes. Ça va te changer quoi à ta vie? On est bien Je... d'accord. Donc ouais, je j'ai pas compris. Bon, bref. Et La après, F1 avec ses formats. juste pour finir, mention Vas-y. spéciale à Alex Albon pendant la sprint, parce que réussir à placer la Williams, je crois qu'il finit P8, P9, P8. C'est peut-être ça. Faudrait que je vérifie, mais Euh, oui. euh, je trouve que c'est pas mal. Alors on sait que le tracé de Bakou, avec les grandes lignes droites, etc., pour la Williams, c'est plutôt un type de tracé qui convient. Euh, Gasly pourra confirmer, vu qu'il a passé un nombre incalculable de tours à doubler Sargent le dimanche. Mais je trouve que c'est de jolis progrès. Ça montre aussi que du côté de chez Williams, ça va dans la bonne direction. Absolument, absolument. D'ailleurs, puisque tu parles de Williams, juste qu'on fasse un petit aparté là-dessus. Sur la vitesse en qualif, je sais que c'est pas le sujet principal parce que les voitures ont beaucoup de différences Mm. entre la qualif et la course. Mais Williams moi j'ai fait mes petits calculs, tu sais que je fais à chaque fois sur les différences entre 2022 et 2023 et sur les différences entre les écuries Ouais. sur une qualif. Williams est la deuxième écurie à avoir le plus progressé forcément derrière. Je te le donne en mille. Aston Aston Martin, Martin. voilà, ça tout le monde le savait, tu vois. Mais la deuxième écurie à avoir le plus progressé, c'est Williams. Et Williams, pour l'instant, en perf en qualif, ils sont 8e sur 10. Tu peux me dire, c'est pas énorme non plus, voilà. Mais en fait, ils sont à 101,7% en moyenne du meilleur temps. Tu vois, ce qui était avant pas du tout leur cas. Avant, ils étaient bien au-delà des 102% ces derniers temps. Donc, tu l'as dit, c'est une très bonne progression et cette Williams 2023 va dans le bon sens et ça nous fait plaisir d'avoir un Alex Albon qui en plus la met sur certaines courses en coup d'éclat en Australie, là ici en Azerbaïdjan. Enfin, voilà. Je voulais juste placer ça vu que tu parlais de Williams, j'y pensais sur le sujet. Et juste, si on revient un peu sur la qualif, sur la vraie qualif du vrai Grand Prix, mettons de côté la sprint, parlant du vrai Grand Prix, pole de Leclerc, est-ce que ça t'a surpris cette pole de Ferrari à ce moment-là de la saison, après 4 courses, sur un circuit un peu spécifique, la première fois qu'une Red Bull n'est pas la voiture la plus rapide en qualif? Alors,
agréablement surpris. Bon, j'ai consulté mon calendrier à 2 fois en me disant mince, en fait, on est revenu en 2022. Non, on était bien en 2023. Donc, bon, ça montre que finalement, la Ferrari qui est vendue comme une sympathique purge n'est peut-être pas la purge qu'on nous vend depuis le début de la saison. Je pense qu'ils ont réussi à maximiser pas mal de choses pendant le mois qui s'est écoulé. Moi, j'ai noté des progrès, notamment au niveau de la dégradation des pneus. Alors, c'est pas encore tout à fait ça. Ils n'arrivent pas à tenir en rythme de course. Mais sur un tour, Leclerc était vraiment très, très bien. Il était très en confiance dans sa voiture, à l'inverse de Sainz. Et c'est une pole qui, selon moi, fait du bien. On a entendu tout et n'importe quoi, j'aurais tendance à dire, dans le paddock de Bakou suite à des racontards. Pardon d'appeler ça comme ça, mais pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire Leclerc transfert chez Mercedes, Hamilton transfert chez Ferrari. Mais Pierre, toi comme moi, ça fait combien d'années qu'on suit la F1? Le Oui, Hamilton bien chez sûr. Ferrari, tu l'as entendu combien de fois? Ouf, j'ai arrêté de compter. J'avais vois. plus assez de doigts. Mais c'est Alors, ça. bon, pardon, hein, le mot va peut-être choquer, mais chez nous, on appelle ça de la branlette journalistique. Mais concrètement, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas après 3 Grands Prix qu'on peut tout de suite tirer sur l'ambulance et dire ah, Leclerc, ah, gna, gna, il va s'en aller, etc. En F1, il y a un truc qui s'appelle un contrat. Alors, même s'il y a un contrat, il y a des clauses de sortie, etc. On ne commence pas à sortir les clauses de sortie au bout de 3 Grands Prix, surtout avec un remaniement managérial qui est en cours. Oui. Donc, moi, la pole, je trouvais que ça faisait du bien. Ferrari a plutôt bien réagi en matière de stratégie, c'est-à-dire ils ont fait le taf, on n'a pas eu de clownerie, on n'a pas eu d'arrêt raté, donc ça va plutôt dans le bon sens. Et j'ai trouvé Leclerc vraiment très 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 fort par rapport à Sainz. Alors ça, si on peut en parler maintenant, parce qu'on parlera Ouais. tout à l'heure du vainqueur de Sergio Pérez, de Red Bull et puis plein d'autres choses, mais si on peut parler de Ferrari, oui, c'est quelque chose qui est complètement, enfin, qui était assez saisissant. D'un côté, tu avais Leclerc qui luttait tant bien que mal pour rester au contact des Red Bull qui sont stratosphériques et qui avait du mal à rester au contact, mais qui luttait pour ça. Et de l'autre côté, on avait un Carlos Sainz qui était en bataille avec les Aston Martin et les Mercedes. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois de la saison qu'on voit ça, que c'est un constat qui est régulier et qu'on a l'impression qu'à chaque Grand Prix, la différence entre les deux se creuse. Et là où Ferrari l'an dernier ne voulait pas mettre de numéro 1 parce que, voilà, bref, cette année, après 4 Grands Prix, le débat n'existe pas sur le numéro Non. 1. Le débat n'existe absolument pas. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je pense Ah, que là, on arrive dans un enchaînement de courses très important. Il faut que le Sainz se ressaisisse tout de suite parce que il peut se faire manger par les Mercedes et les Aston très souvent. Alors, je reviens par contre sur ce que tu disais. Leclerc a tenté de s'accrocher samedi. Par contre, dimanche, il n'y avait pas match. C'est-à-dire, Oui, non, mais quand je dis il a tenté, c'est qu'il a fait de son mieux. C'est il qu'il a fait de son était mieux. le moins loin des autres. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait de son mieux. Alors, je rejoins un peu les propos d'Alonso. Il a quand même eu une sacrée chance qu'Alonso le saute pas. Il me semble que sur la ligne, Alonso, il est à moins d'une seconde quand même. Non, mais Donc, oui, sur la fin, d'accord. Mais sauf que sur l'ensemble de la course et sur oui, l'ensemble du week-end, parce que tu l'as dit le samedi encore plus, c'était le seul. Enfin, la différence oui, entre ce que lui était capable de produire avec la Ferrari et ce que Sainz était capable de bien produire. sûr. Bien sûr. Mais ça là-dessus, oui, je te rejoins. On va avoir des courses très importantes avec Miami, on va avoir Imola, on va avoir Barcelone, on va avoir Monaco. Tout ça, ça va quand même s'enchaîner. Sainz va devoir rapidement hausser son niveau de jeu. Autrement, oui, je pense que même si Ferrari a quand même peu de chances de lutter pour le titre cette année, ça a l'air mal embarqué. C'est surtout la deuxième place qu'il va falloir sauvegarder. Et pour la deuxième place, pour l'instant, ils sont 3. Et Ferrari peut tout à fait établir une hiérarchie favorisant Leclerc. On sait quand même que Maranello tourne quand même pas mal autour de Charles, on va pas se mentir. Sainz arrivait à faire presque jeu égal l'année dernière.
Là, il va falloir vraiment, vraiment hausser le niveau de jeu rapidement pour l'Espagnol parce que là, pour l'instant, par contre, il n'y a pas match. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au championnat, Sainz est devant parce que Leclerc a eu beaucoup de malchance. Oui, Donc pour l'instant, ce qui sauve Sainz, c'est que c'est lui le leader de l'équipe en termes de points. Mais une dynamique sur 3 courses, enfin sur 4 courses maintenant, c'est pas une dynamique de saison en termes de points. Par contre, une ouais. dynamique de vitesse, ça peut être une dynamique de saison. Et là, ça peut faire mal sur le. Enfin, Leclerc ne gardera pas sa malchance toute la saison qu'il a eu sur les 3 premières courses. Et déjà, on l'a vu ce week-end. Donc c'est effectivement, comme tu dis, ils auront besoin des deux pilotes pour lutter. Et autant. Je pense pas que Stroll soit du niveau à lutter pour aider Aston pour la troisième place. Par contre, chez Mercedes, il y a 2 pilotes. Et le pilote chez Aston qui est plus fort que Sainz, c'est Alonso. Et il est réellement plus fort que Sainz. Moi, Donc, je suis pas. Moi, je te trouve médisant par rapport à Sainz. Il a maintenant un nouvel ingénieur de course qui pilote en même temps. Moi, je trouve qu'avec les conseils prodigués, à mon avis, il est tout à fait capable d'être au niveau pour aller prendre la alors deuxième je place. rigole parce que dans le chat, on nous demande c'est quoi la ref par rapport à notre tweet d'hier. C'est Luzix dans le chat. La ref, alors, on a posté une photo hier sur Twitter. Vous la retrouverez sur Twitter 2021. C'est une ref par rapport au Grand Prix d'Italie 2013, par rapport à ce qui s'est passé le jeudi. Mais je ne peux pas en dire plus pour des raisons évidentes de chat autorisé aux enfants. Voilà. Mais je ne peux pas. Mais on en reparlera sur Twitter. Zix, renvoie-nous un message sur Twitter et je te promets que je te balancerai la ref. Mais là, on peut pas. Mais en fait, je suis très surpris parce qu'à l'époque, c'était un truc qui nous avait fait beaucoup marrer, la commu Sport Auto, sur Forum Auto, là où on était nous, et sur beaucoup d'autres choses. Et en fait, je me rends compte que c'est là où on est très vieux, Pierre. Hein. Mais 10 ans après, plus personne ne se souvient. Et voilà, une génération a passé. Mais Zix, on en reparlera. Euh, Bah, mais c'est trop sur Internet. Mais Zix, regarde, il y a un truc qui existait à l'époque. Petite parenthèse. Nous, quand on regardait la F1 quand on était jeune, on n'avait pas les résumés de 10 minutes sur la chaîne officielle. On avait les race edits. C'est-à-dire que la F1 faisait des montages de 3 minutes dans lesquels ils mettaient de la musique. Et sur les 3 minutes, il y avait 2 minutes 50 de people et 10 secondes de course. Enfin, j'exagère, mais en gros, tu avais 2 minutes de course et 1 minute de people. Et sur le race edit de l'Italie 2013, tu vois la personne en tribune, parce qu'ils font plusieurs plans sur elle, qui prend la photo. Donc c'est trouvable sur Internet de partout. La photo, je l'ai récupérée sur le compte Twitter de cette personne-là, qui est toujours actif. Encore une fois, si tu as moins de 18 ans, ne va pas sur le compte Twitter de cette personne-là. Mais on en reparlera. Voilà. Petit aparté de chat. Merci Zix d'avoir. C'est vrai que j'ai oublié ça, mais merci Zix. Tu nous as beaucoup fait marrer hier. J'embrasse Thomas avec qui on a beaucoup parlé hier sur le chat de la rédac. Mais ouais, c'était juste. bah, après, tu Voilà. dis, ouais, on est vieux, mais on a quand même un nom de chaîne qui a aussi 10 ans quand même. Hein. Voilà, tu vois, dans l'idée vieux, voilà, c'est vrai, on est vieux, on est vieux. Je sais plus tout ce qu'on disait, on a perdu le fil. Bon, On parlait. laissez-nous vivre, s'il vous plaît. Le vintage et le old school, en plus, c'est super à la mode. Hein. Ça y est, on est des boomers. Euh, On en était. Mais Zix, n'hésite pas à participer pour d'autres choses dans le chat et on en reparlera bien évidemment sur le compte Twitter, ne t'inquiète pas. Bon, monsieur Euh, Châtelier, on était sur Aston Martin. On On était sur, disait. on était sur Aston, mais moi je voulais faire attention parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Aston. Je voulais parler de Sergio Pérez quand même, qui Ouais. remporte son 6e Grand Prix, et sur 6 Grands Prix, il en a gagné 5 sur les circuits urbains, c'est complètement dingue. C'est le recordman de podium à Bakou. Hein, à chaque course, on le dit, et ça nous fait marrer en disant oui, mais il a gagné ses courses parce que, oui, mais il a fait les podiums parce que. Mais en attendant, sur les circuits urbains, toujours Ouais. là. Et cette saison, pour l'instant, il a été au niveau, il a été au niveau à chaque fois. Alors, oui, il profite de la safety car, effectivement. Oui, Verstappen était au-dessus. Mais toujours est-il qu'une fois qu'il était devant, il a fait le taf pour gagner. Et encore une fois, Alors, je chapeau. suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand tu dis que Verstappen était au-dessus. Pour moi, il Pour était moi, pas au-dessus. Verstappen était au-dessus. Quand je dis qu'il était au-dessus, c'est-à-dire que si c'était Verstappen qui avait été devant, l'écart aurait été plus important qu'avec Perez devant. C'est ce que je veux dire. C'est que dans la gestion des Bah, deux, je pense bah, que ça, c'était un peu plus. ça s'est vu avant le pit stop, il me semble. Enfin, je veux dire, Verstappen était devant dimanche et une fois que Pérez a passé Leclerc, il remontait fortement sur Verstappen. Oui, t'as raison. Oui, non, mais t'as raison. Je sais pas pour. Oui, non, mais t'as raison. Je Il, m'incline. Oui, t'as il raison. remontait fortement. Red Bull a anticipé un petit peu l'arrêt de Verstappen parce qu'il y avait beaucoup de dégradation sur les gommes à l'arrière.
Mais pour moi, même sans safety car, je pense que dans le déroulé normal de la course, je pense que Pérez aurait pris le pas à un moment donné. Moi, je tiens même à aller plus loin. Je tiens à saluer la relance très intelligente de Pérez après la safety car, ça c'est la première chose. Je tiens à souligner également la construction de sa victoire, c'est-à-dire beaucoup pointent la safety car. Oui, la safety car lui a donné un avantage, on est d'accord, mais il a su conserver et, comment dire, accroître son avantage. Il finit, alors en fin de course, ça s'est un peu moins vu, je pense qu'il a levé un petit peu le pied, mais il est quand même monté à un moment donné à plus de 3 secondes entre lui et Verstappen. Mais ça, 3 lever le secondes. pied, c'est une question qu'on se pose depuis le début de la saison sur la Red Bull lorsqu'elles sont 1 et 2. C'est à quel point elles forcent en fin de course. Alors, moi, je pense que on les a vus, hein, c'est notamment, je me trompe toujours au niveau de l'enchaînement, mais quelques virages après le château, là où ça se resserre à l'antépénultième virage, là où il y a la fameuse banderole MSC Croisière, pardon. On a vu quand même que, comment dire, Pérez et Verstappen, ça glissait pas mal et ça avait frôlé le mur plus d'une fois. Donc je pense qu'on a peut-être aussi passé un message à la radio en disant, écoutez les gars, bon il reste 3 tours, on lève un petit peu le pied, le but c'est pas qu'il y en ait un qui finisse dans le mur. Parce qu'on sait qu'à Bakou, ça peut arriver quand même assez vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a vu d'ailleurs des pilotes forcés sur leur train de pneus, notamment Stroll l'année dernière, il y a 2 ans, je me souviens plus, Ouais. et se retrouver avec. Et puis Verstappen aussi, donc ça devait être il y a Aussi. 2 ans, il me semble, les deux. Ouais, Verstappen, c'était en 2021, il me semble Et que Stroll, Stroll. c'était la même année, il me semble. Donc Ouais. oui, effectivement, ils ont raison de pas forcer là-dessus, absolument. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, enfin, il me semblait que Verstappen était très fort sur son premier relais, mais effectivement, tu as raison, sur la fin du premier relais, avant qu'il y ait le pit stop et la safety car, on avait un Sergio Perez qui remontait. Et de là à le dépasser, je sais pas. Mais en tout cas, il remontait très très bien. Et c'est dingue, c'est qu'on va. Alors, je sais pas si tu catégorises Miami comme un urbain. Moi, non. Mais certains le Bah, font. pour moi c'est en ville, hein, donc j'aurais tendance à le considérer comme un urbain, et en plus il me semble qu'à part la F1, ils accueillent que dalle, quoi. Ok, si tu le vois comme ça, tu vois, moi, c'était plus genre, il n'y a pas de mur, l'asphalte est permanent, celui du parking. Donc, c'est à voir, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, il y a, allez, peut-être celui-là, peut-être pas. Et Monaco et Montréal, donc dans les 6 prochaines courses, tu en as 3, tu as la moitié des prochaines courses qui vont être des circuits urbains. Donc c'est assez intéressant la dynamique que peut mettre Sergio Perez. Ça sera plus dur dans la suite de la saison peut-être, mais là, il peut vraiment enclencher une vraie dynamique qui peut être très intéressante jusqu'au mois de juin en tout cas. Bah, on pointait en début d'émission le manque de préparation. Il y a eu un manque de préparation pour Verstappen. Pérez, apparemment, ça a fonctionné tout de suite. On sait en plus qu'il est très fort pour conserver les gommes. Donc, une fois qu'il avait passé les durs, de toute façon, pour moi, c'était quasiment réglé. À moins d'une safety car tardive où Verstappen avait peut-être un coup stratégique à jouer, ce qui n'est pas arrivé, heureusement. Mais voilà, pour moi, c'était écrit. Verstappen, c'est quand même plein, je crois, c'est de l'équilibre de sa voiture, où il disait, il me semble, en une interview d'après-course, que quand il essayait de se rapprocher de Pérez, il y avait une forte dégradation sur ses pneus. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu dans la zone DRS, donc après la relance safety car, donc voilà. Et deuxième chose, il se plaignait de l'équilibre de la voiture et il n'arrive pas pour l'instant, enfin il n'a pas réussi apparemment de tout le week-end à placer la voiture, comment dire, en accord à placer la voiture et que ça corresponde à son style de pilotage. Bon, ça après c'est un problème assez récurrent avec Verstappen. On sait que généralement à partir de la mi-saison, on l'a vu l'année dernière, c'est quelque chose qui se corrigeait assez facilement. Mais par contre, tu as raison, oui, là, il y a une bonne dynamique et je rejoins l'analyse de certains youtubeurs. Mais Pérez, sur les 5-6 prochaines courses, va devoir se montrer
très solide, et même les courses où il n'est pas forcément favori, il va falloir qu'il essaye de maximiser les points au maximum s'il veut challenger, entre guillemets, Verstappen. Et tu vois, je pensais à un circuit comme Imola, mais qui est un circuit très dur où l'erreur peut être très vite sanctionnée. Ouais. C'est typiquement le genre de circuit où il doit se montrer très très fort C'est ça. pour vraiment, je vais pas dire faire semer le doute dans la tête de Verstappen, parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui le fasse douter ce garçon, mais lui montrer qu'il sera là pendant la saison. Et, Russell a montré comment il fallait faire légèrement craquer Verstappen. ouais, Ça le peut faire donner- craquer, ça- attends, le faire craquer sur un truc comme ça on sait, mais le faire douter sur ses capacités et le niveau, voilà, c'est comme dit que ça va être très dur de tenir Verstappen, mais pas impossible. Voilà, ça va être très très dur de tenir. On n'a pas dit que c'était. Selon moi, ça va aussi dépendre des pistes de développement. Et ça, ce jeu-là, on va pas se mentir, Red Bull va axer sur Verstappen et non sur Perez. C'est fort possible. Oui, c'est même plus que probable. On l'a déjà dit la dernière fois, c'est une écurie qui a été construite autour de lui à une époque. Il y a pas de raison qu'il l'est toujours. Hein. Oui, non, mais tu vois, j'emploie le. Oui. Je parle de ce qu'on sait désormais. Oui. C'est Voilà. un secret. Et Zix qui continue sur le mystère de Monza 2013. Envoie un message privé si tu penses avoir. Ou mets-le dans le chat si tu penses avoir élucidé. Alors, les gens qui vont suivre le replay ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave. On nous prend pour des tarés. Il fallait sur Twitter. Je voulais qu'on parle aussi du midfield qui te tient tant à cœur à chaque Grand Prix et qui est plus serré que jamais. Puisque tout à l'heure, tu sais, je parlais des qualifications et des écarts en qualif depuis le début de la saison. Tu vois, en dehors des 4 écuries de tête, après, tu as Alpine qui est à 101,2% de la pole en moyenne. McLaren et As qui sont à 101,5%. Williams et AlphaTauri à 101,7% et Alfa Romeo à 101,9%. Donc ça se joue à pas grand chose entre toutes ces écuries, puisque entre 102 et 109, c'est même pas une seconde hein, sur un circuit d'une minute 30. Donc c'est assez impressionnant. Et dans ce week-end, il y a eu des gagnants et des perdants. Et on peut le dire que l'une des écuries qui a remonté cette dynamique, c'est McLaren. Oui. Et je vais même aller plus loin. J'ai trouvé. C'est Piastri, je crois, qui était en partie malade ce week-end, je crois. Oui, c'est ça, absolument. Oui, il était souffrant. Je sais pas, il avait de la chaleur, de la fièvre, je sais plus ce qu'il avait, mais oui, il était souffrant. Il manquait d'énergie. C'est ça. Même en manquant d'énergie, moi je l'ai trouvé assez combatif. Offensif. Et il tient la dragée haute à Norris. On se souvient qu'en pré-saison, on l'attendait au tournant, Norris. Moi, pour l'instant, il répond aux attentes. Et je trouve que McLaren a prévu de gros setups sur les courses à venir. Moi, pour l'instant, ça va dans la bonne direction. J'étais très, très inquiet en début de saison. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Qu'est-ce qu'ils ont pondu? Finalement, on va attendre un petit peu, mais ils continuent sur la dynamique de l'année dernière. C'est-à-dire, quand les autres flanchent, ils arrivent à glaner quelques points. Et pour l'instant, c'est ce qu'on attend d'eux. Après, à voir s'ils sont capables de monter un petit peu, on va dire, en perf, histoire d'aller chercher vraiment Alpine et peut-être soit Aston, soit Mercedes, peut-être Ferrari si à un moment donné dans la course au développement. Là tu t'avances. Déjà Alpine, ça c'est sûr. Par contre déjà le trio Aston, Mercedes, Ferrari, c'est beaucoup au-dessus pour moi. Franchement, peut-être, c'est pas cette année qu'ils vont l'avoir. Il reste 18 courses. On ne sait pas au niveau développement où est-ce que ça peut pour moi cette année ça sera trop juste. Hein. Vraiment, il y a un tel écart en fait, il y a un tel écart en rythme de en rythme de course et en rythme sur des longs relais qui me fait dire que c'est pas demain qu'ils vont arriver à revenir à ce niveau-là. Peut-être qu'en fin de saison ils s'en rapprocheront, mais je les vois pas se battre à Rivière avec ces écuries-là d'ici à la fin de saison. Enfin, ça me paraît tellement loin. Ils sont. Et tu vois, je sais pas si Bakou est un épiphénomène ou s'ils vont dans le bon sens. Je pense que je suis d'accord avec toi, ils vont dans le bon sens. Mais attendons Miami, Imola avant de. Ouais. Tu vois. Autre gagnant, selon moi, c'est AlphaTauri. Alors, avec des fortunes diverses. J'allais dire autre gagnant, Tsunoda.
Oui, non mais Tsunoda, aux dernières nouvelles, il pilote une Oui, AlphaTauri. non, mais ce que j'allais dire, parce que le néerlandais qui est dans la numéro 21, Oui, non, non, ça veut pas. oui, hein, les gens qui disaient que le titre de 2021 de Formule 1 c'était joué à la loterie, à la qualif, Bah pour ont de plus en l'instant, plus d'écho. Parce que ce qu'on voit oui, là, pour l'instant, ça va plus dans votre sens. c'est voilà. Mais oui, Euh, Tsunoda, vas-y, je te laisse y aller. mais Tsunoda, il était pas content. Enfin, il avait mal commencé son week-end. Après la sprint, pareil, ça allait pas, il était pas content. Euh, bah, après, il y avait de quoi. Hein. Il perd, enfin, il touche le mur, il perd un pneu, etc. Il a roulé sur la jante. Enfin bon, bah, ça a été l'un des seuls moments vraiment sympas de la sprint. Euh, donc, il n'était pas content du tout. Il a réussi à se calmer. Il s'est remis un petit peu en question. Et puis, bah, au niveau de la voiture, il devait peut-être mieux la sentir dimanche. À la fin, bah, il récolte un point. Il peut remercier au passage Hülkenberg et Ocon avec des stratégies osées, mais qui n'ont pas fonctionné. Et bah, au final, il place un point qui, selon moi, est bienvenu et qui récompense ses efforts. Effectivement, effectivement. Et en plus, concernant Tsunoda, tu sais, il y a plein de week-ends avant où quand il commençait à s'énerver dans le week-end, Ah, c'était catastrophique. voilà, ça s'accumulait. Là, il a réussi à se gérer, à Mm. gérer sa frustration. Même dans ses radios, je le trouvais extrêmement posé. Et c'est une très bonne chose. Et la différence en plus avec un Piastri qui n'a pas été du tout bon ce week-end, enfin, le contraste est saisissant et tout va dans le sens de Tsunoda. Et comme on parle d'AlphaTauri, on peut maintenant enfin, comment dire, relayer l'information. Franz Tost quittera, je crois, ses fonctions à la fin de l'année, Absolument. remplacé par Laurent Mekies, actuel directeur technique chez Ferrari. Absolument, absolument. Et un Mekies qui d'ailleurs était avant chez Toro Rosso, il avait commencé sa Mm. carrière là-bas en tant que ingénieur pilote, ou je sais plus exactement son poste, j'ai un doute, je veux pas, j'ai un doute là-dessus. Mais oui, oui, donc c'est un retour aux sources. Et bon, il y a pas si loin que ça entre Maranello et Faenza, donc on reste en Italie pour l'ami Mekies, on reste pas loin. Mais oui, oui, c'est un retour aux sources pour Laurent Mekies. Donc après, pour Tiens, moi, alors j'en profite, mais puisque j'ai reçu un message de la Mizix qui effectivement a trouvé la réponse à notre jeu de la semaine dernière. C'est bon, nous avons trouvé notre ami Zix a trouvé la réponse. Félicitations à toi. Alors je sais pas si c'est nos indices qui t'ont aidé à trouver ou si tu as réussi à refaire le cheminement de toi-même, mais ouais, c'était un grand. Faut savoir qu'à l'époque c'était vraiment un grand moment. On avait beaucoup rigolé. Tous les mécaniciens déconcentrés dans la pit lane, ça nous avait bien fait rire. Mais c'était une autre époque. C'est une époque où il y avait Caterham et Marussia. Et rien que pour ça, aujourd'hui ça n'existerait plus des écuries comme ça. ah non, non, à notre grand regret. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres performances que tu veux analyser avant qu'on parle de ce qui s'est passé dans le dernier tour? Est-ce que tu veux parler d'Alpine justement avant qu'on parle de ce Oui, qui s'est passé Vas-y, vas-y, je te laisse y aller. oui, bah Alpine, on les avait quittés dans le mur à Melbourne. Ben, je pense il y avait encore quelques séquelles. Problème hydraulique pour Gasly lors des essais libres. Il plante au moment de la qualif. Pour Ocon, c'était guère mieux. Donc, ça commençait très très mal. Voiture pas bien réglée pour les deux. Donc Ocon a fait le choix de partir des stands pour essayer quelque chose, mais au final, ça n'a pas trop fonctionné. On en a parlé juste avant, il espérait une safety car tardive et faire un coup stratégique, mais c'est pas arrivé. Donc bah, ils repartent bredouille, quoi. Et je pense que dès mardi à Enstone et à Viry-Châtillon, ça va souffler dans les bronches. Et bah, il va falloir se remettre vite sur pied. On parlait de Carlos Sainz qui devait rehausser son niveau de jeu. Pour Alpine, ça va devenir urgent parce que 8 points en 4 courses, Hmm. ça commence à piquer, quoi.
C'est très insuffisant et on a vu des. Et ce qui est dingue, c'est que sur l'ensemble de ces 4 courses, on a vu des erreurs des deux pilotes, on a vu des erreurs de stratégie, on a vu des erreurs de fiabilité. Enfin, en fait, on a vu toute la chaîne de commandement qui, à un moment ou à un autre, chacun a été défaillant. Mm. Et c'est assez embêtant de voir tout l'échantillon complet sur seulement 4 courses. Donc Et, là, et ce là, qu'on ce peut. week-end, Gasly a eu un week-end catastrophique, mais la dernière fois, on avait eu à faire une stratégie qui n'était pas au top. Ocon a déjà fait des erreurs. Enfin, c'est en 4 courses, vraiment, on s'attendait à ce qu'il se rapproche. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de McLaren qui allait peut-être se rapprocher du trio de poursuivants de Red Bull. C'est ce qu'on attendait d'Alpine en ce début de Mm. saison. Et sur les premières qualifs, on avait ça. Mais entre les résultats en course et désormais les qualifs aussi sur la dernière qu'on a vue, on est plutôt dans la dynamique inverse. Et c'est assez dommage. Après, puisqu'on parle d'Alpine, on parle de ce qui s'est passé dans le dernier tour. Ouais. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu, de regarder le live de Franck Montagny qui explique ce qu'on leur demande en tant que journaliste et que tout est tout le temps très strict pour la course, mais que sur le dernier tour, c'est open bar parce qu'on n'a jamais pensé à l'éventualité qu'un pilote allait rentrer, alors que ça s'est déjà produit en plus. On a déjà vu un Michael Schumacher, quand même, qui est en Grande-Bretagne, a gagné la course en faisant son pit stop de pénalité au moment de franchir la ligne. Bah, pas plus tard que l'année dernière, on avait vu Albon qui était rentré, je crois, dans le dernier tour en Australie. Hein. En Australie, absolument. Donc c'est quand même un cas qu'on a vu, mais des dizaines et des dizaines de fois. Mais la FIA n'avait jamais pensé à ce que la pit lane soit ouverte au personnel de presse qu'une fois que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée. C'est ce que je trouve dingue. Alors pour interdire aux mécaniciens de monter au grillage, ce que disait Thomas, il y a du monde. Ouais. Par contre, pour faire en sorte de fermer la pit lane et de la rendre sécurisée, là, il n'y a personne. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est Bah, encore la preuve de l'amateurisme de la FIA. Alors, de l'amateurisme, oui. Après, je pense que ça peut être de s'inspirer un petit peu de la NASCAR. Je développe mon propos. C'est-à-dire, une course de NASCAR, c'est en 3 segments en règle générale. Je dis bien en règle générale, il y a quelques exceptions. On va pas rentrer dedans, c'est pas le débat de ce soir. Sur les 3 segments, la pit lane, donc la voie des stands, est systématiquement fermée 2 tours avant la fin du segment. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, c'est-à-dire, il y a un crash ou un truc comme ça, bah, si vous pouvez repartir, vous repartez, mais vous attendez la fin du segment avant de rentrer au stand. Sinon, ce n'est pas possible. Je crois que les seules exceptions, c'est vraiment s'il y a un abandon, et dans ces cas-là, on peut quand même rentrer dans la pit lane et on va au garage. Je crois. À confirmer éventuellement si vous avez l'info. Mais selon moi, on sait qu'une cérémonie de podium, ça demande un petit peu de temps, ça je veux bien l'entendre. Qu'un tour de décélération, ça passe trop vite pour tout aménager, etc. Ok, mais dans ces cas-là, qu'on ferme la pit lane 2-3 tours avant la fin de la course, de façon à ce que ça puisse se faire de façon totalement sécurisée. Mais complètement, oui. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on parle quand même de Gus qui sont à plus de 300 km/h, qui au moment de la pit lane sont entre 70 et 80. 70-80, surtout avec les monstres qu'ils ont, je peux vous dire que vous faites faucher, à mon avis, vous le sentez venir quand même. Hein. Ah non, mais on est d'accord, hein, parce que on n'est pas à 300, on est à moins que ça, mais ça suffit. Mais pour revenir là-dessus, moi, ce que j'ai déjà dit et pour rejoindre ce que tu dis, c'est que pit lane fermée, tant que toutes les voitures n'ont pas franchi le drapeau à damier. Une fois qu'elles ont franchi le drapeau à damier, elles vont revenir à 80 km/h, elles vont tous se mettre en plus dans le parc fermé qui est en amont de la pit lane, qui était là où les barres commencent à être mises. Donc là, après, j'ai pas de souci pour que la pit lane soit ouverte, comme on a toujours fait, ça, voilà. Mais avant que la dernière voiture ait franchi la ligne d'arrivée, personne d'autre que les mécaniciens dans la pit lane, parce que eux ont l'habitude, eux savent gérer ça, et eux, moi j'ai rien contre le fait qu'ils montent au grillage, je trouve ça pas du tout dangereux, et eux vont savoir réussir à gérer par rapport au fait qu'ils pourraient avoir une voiture en pit lane. Les photographes qui ont leur appareil photo sur le dos et qui cherchent à droite à gauche pour faire la bonne photo, ils vont jamais regarder. Et on l'a vu, hein. Il y a des mecs qui se sont décalés qu'au dernier moment sur l'image. Ça aurait pu être dramatique, tu as dit, est-ce qu'il y a 80 km/h et même à 80 km/h encore ça, mais s'il loupe son freinage, c'est ce qu'il a dit Esteban Ocon, s'il loupe son freinage, c'est catastrophique. Donc là-dessus, tant que tout le monde n'a pas franchi la ligne d'arrivée, personne dans la pit lane, à part les équipes.
Et vous en pensez quoi? Est-ce que il faut fermer la pit lane après que toutes les voitures aient passé la ligne, ou alors est-ce que en amont, quelques tours avant l'arrivée, on ferme la pit lane, c'est fini, personne ne peut rentrer? Pierre, je te propose qu'on fasse un tout petit tour rapide de ce week-end Sport Auto hors F1 pour terminer ce live. Qu'on parle un petit peu d'endurance, qu'on parle un petit peu d'IndyCar. La NASCAR vient de se terminer, mais pas de spoil. Bien évidemment, nous, on regardera de notre côté après. On va éviter de se spoil. Si je peux commencer juste sur un tout petit point qui est hors IndyCar et hors endurance. C'était le début ce week-end du TCR World Tour, le remplaçant du WTCR. Dont le but est de faire participer des concurrents qui vont faire tout le tour du monde dans les championnats nationaux et continentaux. J'ai trouvé ça intéressant pour la première. Par contre, il manquait clairement de pilotes de World Tour parce qu'on n'en avait que 9. Et ces 9 pilotes-là, plus Coronel et Girolami, Franco Girolami, qui sont cette année en TCR Europe, ces 11 pilotes-là étaient clairement au-dessus du lot par rapport au reste du paquet. Donc il y avait une vraie différence à un paquet coupé en deux. Moi, j'aurais aimé avoir un plateau plus important, un plateau de TCR Europe déjà de 15 pilotes et en plus 15 pilotes de TCR World Tour qu'on rajoute, voilà. Donc j'attends de voir quand on va arriver en Amérique du Sud et qu'on aura déjà 20 pilotes sud-américains auxquels on rajoutera ces 10 pilotes de TCR World Tour, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Mais c'est une première saison. Pour l'instant, je trouve qu'il manque des choses. Par contre, le fait que ça soit diffusé sur YouTube gratuitement, c'est déjà une avancée par rapport à l'horrible diffusion sur Eurosport à on ne sait pas quelle heure du WTCR. Là, vraiment, c'est quelque chose de pas mal. Donc, on va voir. On a eu plus d'ouverture sur les réseaux sociaux. On progresse. Pour moi, on est encore loin de ce que devait être l'âge d'or du WTCR quand ça a commencé en 2018. Et on est encore très loin d'exploiter tout le potentiel de ce matériel, mais on va un peu plus dans le bon sens que ce qu'on était quand on était sous Discovery. Parenthèse refermée, j'en reparlerai après 3-4 meetings quand on aura fini la saison européenne et qu'on ira en Amérique du Sud. Et par rapport à cette parenthèse, si vous avez, comme Clément, suivi le TCR, vos impressions, est-ce que c'est comme Clément ou est-ce que justement ça manquait un petit peu de pilote, etc. Est-ce que vous avez aimé, moins aimé? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Voilà, tout ça, nous, ça nous intéresse. On bosse pas pour le championnat, hein, non, on est parfaitement critique à vis-à-vis du championnat. On l'a déjà suffisamment été vis-à-vis des différents promoteurs là-dessus. On n'a aucun souci. On bosse pour personne. Si on parle de Spa, commençons par les 6 heures de Spa. On a un peu suivi la course. On disait avant de commencer, c'est vrai qu'on avait fait la preview de la saison ensemble et qu'on se demandait à quel niveau être Ferrari. Après 3 courses, on peut le dire. Ferrari est très sérieux et l'Hypercar est plutôt bien né. Pour l'instant, elle ne concurrence pas encore Toyota sur la durée d'une course, mais c'est très encourageant ce qu'on voit de la part des Rouges. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant sur le départ et le début de course, où on a vu la Toyota numéro 7 un petit peu en difficulté, entre guillemets. Alors, je ne sais pas trop d'où ça venait. Hein. C'était peut-être des pneus qui n'étaient pas encore forcément en température. Alors, il y a les questions des pneus qui n'ont plus de couverture chauffante. Il y a le fait que certains sont partis en slick. Il y a le fait que Toyota a parfois des petits problèmes encore de fiabilité, mais qui sont très, très légers. Hein. Ils ont eu des problèmes sur la numéro 8 à Portimao. Donc, ça peut leur arriver. Mais il y a une accumulation de plein de petites choses qui fait que l'ordre établi n'était pas l'ordre en début de course. Donc, bon, mais après, on connaît la musique avec Toyota. Au final, ça se remet assez vite dans le bon sens. Grosse course de la numéro 8 qui partait quasiment du fond de grille. Donc, quand vous avez une voiture qui est quand même assez dominatrice, justement, par rapport à d'autres voitures qui sont moins puissantes, moins rapides, surtout sur un circuit comme Spa où des fois, il y a des endroits qui sont un peu serrés, c'était un peu piégeux. Les conditions aussi en début de course, c'était quand même très très limite. On a eu la classique de Spa, début de course sous la pluie et puis fin de course sous le soleil, vraiment magnifique. Sous le soleil, c'était... Sous le soleil des Ardennes, du mois de début mai. Sous le soleil pas le soleil des Bahamas de juillet, ça d'accord. Sous le soleil avec la lune pas loin, quoi. Oui, voilà, le soleil des Ardennes, c'est le soleil. Donc, non, moi j'ai trouvé que c'était sympa, c'était
c'était une édition très intéressante. Donc on a eu, je crois, c'est la Penske, je crois, la Porsche Penske où il y a eu des petits problèmes. Ouais. On Par a contre, très eu, bon début de la Porsche Jota. Je pensais qu'ils auraient plus ouais. de mal à la prendre en main. Et en fait, très sérieux, Mm, mm. un équipage très sérieux et vraiment agréablement surpris par cette Jota privée. Bah, et ils ont bataillé avec Ferrari, je crois, pour le podium. Et, Ouais, ils étaient pas loin derrière et ils étaient devant Peugeot et puis les ouais. deux petits privés que sont Glickenhaus et Van Wall. Mais bon, ça c'est une autre Bah, on histoire. peut, on peut en parler, hein. C'est-à-dire, pour Van Wall, ça s'est fini dans le mur. Pour Alors, une fois, alors Jacques c'était Villeneuve était pas, au volant, c'était mais pas de c'était pas la faute de Villeneuve. C'était pas la... Alors, autant, oui, il est nul et il avance à 2 à l'heure. Mais là, c'était pas de sa faute. Et vraiment, il est tombé sur un pilote amateur dans une Ferrari qui s'est rabattu. On ne sait pas pourquoi. Et oui, c'est triste pour Van Wall parce que c'est une petite écurie. Baïkoles n'a jamais terminé au Mans avec ses propres voitures. On ne sait pas s'ils vont réussir à finir au Mans cette fois-ci. Mais ils n'arrivent pas à finir la course d'avant. Enfin, c'est très très triste. Et moi, j'ai un peu de peine pour eux parce qu'ils jouent le jeu, ils n'achètent pas une voiture privée, ils font leur propre voiture. Mais ouais, là sur le coup, bah, il n'y pouvait rien. Et puis voilà. Toujours est-il que on peut pas défendre Jacques Villeneuve sur le début de saison. Mais Non. là-dessus, on peut le défendre. Ouais, enfin, après, ceci dit, bon, il a quand même pris un sacré choc, hein. C'est, Hmm. on est dans une zone en plus où on réaccélère assez fort. Donc, je pense que le choc, voilà. Il n'y a pas eu de communiqué comme quoi il était blessé ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il a quand même encaissé. Ouais, bah, quand il est sorti de la voiture de lui-même, il était assez conscient Ouais. de quand il est sorti. Mais effectivement, c'était pas un choc, enfin, c'était pas un choc très très facile à encaisser, comme tu dis, dans cette voiture. Euh, À l'inverse, le choc de la Cadillac, on a eu peur, hein. Et d'ailleurs, enfin, c'est là où il faudra faire le point quand même sur ces nouvelles protections qu'on a dans le raidillon. Mais la Cadillac, si elle tape 10 mètres plus loin, elle tape dans un mur en solide, encore une fois. Donc, Ouais. et je veux bien qu'on ait prolongé encore la partie en Tech Pro et en pneus, mais c'est toujours pas suffisant parce qu'on voit qu'on est toujours pas loin d'avoir Des une grillages voiture qui rebondit et. contre Ouais. le mur et qui revient sur la piste. Oui, ou tout simplement qui tape et qui peut éventuellement décoller au niveau des grillages, hein, Ah, ça aussi, oui, non, mais en absolument, fonction de oui. la Donc, vitesse. non mais oui, tu as Donc, toujours un problème là-dessus, ça sera quelque chose. Le circuit de Spa doit travailler constamment là-dessus parce que oui, ils ont un superbe virage, mais ce virage est dangereux pour les pilotes et pour les spectateurs. Et puis, Euh, on a eu le crash de la deuxième Ferrari. On n'a pas trop bien compris. Alors, je pense que, bah, pareil, hein, problème de mise en température des pneus et piste un petit peu froide. c'est ce que je pense, ouais. Et bah, dans la descente entre la source et le rouge, bah, ça a cartonné. Hmm. Petit point sur nos quatre petits Français sur lesquels on faisait un focus en début de saison. Alors, ça n'a pas été la meilleure course de la saison pour nos pilotes en LMP2, Charles Milesi et Mm. Dorian Pain. Dorian Pain qui termine dans l'après-match, qui termine dernière des LMP2, on va dire dans le tour, même si c'est pas vraiment dans le tour, mais dans le peloton des LMP2, qui a fait des bons relais, mais c'est une voiture qui a eu un manque de chance sur cette course et malheureusement qui s'est retrouvé derrière. Charles Milesi dans une Alpine qui n'avance pas depuis le début de la saison. C'est vraiment très très étonnant. Lui fait ses chronos, mais malheureusement la voiture n'est pas au niveau et ses coéquipiers sont pas au niveau. Et on peut rien espérer. Et pour Charles Milesi, ça va être une saison très dure en attendant l'hypercar. Mm. Et vraiment, on a de la peine pour l'échec course. Et en GTE AM, eh bien, Julien Andlauer termine quatrième sur la Proton numéro 88 dans une belle course très sérieuse. Il ne pouvait pas aller chercher les trois premiers parce que Non. on a vu que la Stone était très très forte, la Corvette est comme toujours très sérieuse, et puis surtout parce que qui termine en tête? La Richard Mille AF Corset d'une certaine Lilou Wadou. Liu, qui Et nous bon a, voilà. qui nous a gratifié d'un dépassement au bout de la ligne droite de Kemmel. C'était beau. Hmm. Et c'est un duo, je vais dire un duo parce que elle et Alessio Rovera sont deux pilotes très très solides qui font le taf. Luis Pérez Campan, bon, il a mis la voiture dans le mur au bout de 5 tours à Sebring. Là, il a mis la voiture dans le mur dès la première séance d'essai à Spa. Donc, c'est vraiment le pilote amateur de cette équipe.
Et ça va être un peu le facteur X durant la saison, puisque c'est lui qui devra faire la qualif à chaque fois. Mais le duo Rovera-Wadou fonctionne très bien. Et Ilou Wadou, troisième course en GT, après avoir fait du proto l'an dernier, déjà au niveau, très sérieuse, impliquée, très concentrée. On a vu sa petite interview d'après-course où elle avait pas l'air plus contente que ça d'avoir gagné. Voilà, elle reste focus sur la saison, ça va être très long. Mais chapeau, et peut-être que Ferrari tient une de ses nouvelles pilotes GT pour les années à venir. Très belle course de Lilou Wadou. Franchement, On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, pour l'instant, depuis le début de la saison, elle montre, tu l'as souligné, vraiment de très belles choses. ouais. Et elle est très rigoureuse dans son travail et c'est quelque chose de. Enfin, on le savait, hein, si Richard Miles a continué avec elle après l'engagement en proto, c'est pas pour rien, mais vraiment super course de Lilou Wadou. Et puis on peut, enfin, sauf si tu avais autre chose à Non, rajouter. justement, je voulais terminer cette émission en retournant aux États-Unis, en allant à Barber, au Barber Motorsport Park, et toujours en parlant des IndyCar. Français. Voilà, et toujours en parlant des Français, on est passé encore à ça de la première de Romain Grosjean. C'est frustrant parce que depuis le début de la saison, il est dans le rythme. À Saint-Pétersbourg, il se fait mettre dans le mur par Mark Lowlin. Au Texas, il sort de lui-même sur un ovale alors qu'il était dans le rythme. À Long Beach, il termine deuxième. On sentait qu'il pouvait aller chercher Kirkwood, son coéquipier, mais qu'il a assuré la deuxième place. Là, il a mené l'essentiel de la course. C'est lui qui a mené le plus de tours. Il a fait la pole. Mais ça n'a pas suffi. Une erreur. Et McLaren repasse devant. C'est dommage pour Romain Grosjean. Mais est-ce que c'est toujours encourageant ou est-ce qu'on commence à se dire que la première, elle tarde vraiment à venir? Non, moi je trouve qu'il est déjà plus régulier. Ça c'est déjà. Alors, il y a encore des erreurs, mais quand tout se met en place, il est quand même plus régulier. Barber, on sait que c'est un circuit qui lui a souvent réussi. Il a souvent fait des bonnes perfs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En parlant de circuit qui lui réussit, surtout, le prochain circuit qu'on va avoir, c'est le routier d'Indianapolis. Et c'est peut-être le circuit qui lui sied le mieux. C'est là où il a fait sa première pole en IndyCar, c'est là où il a fait son premier podium. Et s'il y a bien un circuit sur lequel il peut peut-être aller chercher sa première victoire, c'est plus ce circuit d'Indy que Barber, où là, effectivement, il semblait un peu dépité en disant la stratégie à 3 arrêts, elle fonctionne jamais, mais là où elle fonctionne, c'est cette année. Bah oui, mon Romain, mais bon, t'as fait une erreur aussi à 10 tours de la fin qui te met un peu dedans. Et c'est dommage, mais il avait fait la course jusque-là qu'il fallait. Et nul doute que. Après, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, sur le pass-to-pass, il était à 0. Pour McLaughlin, il en restait encore un petit peu. Pour Power, il en restait un petit peu et ça a été très très chaud en fin de course parce que le pilote Chevrolet était revenu très très fort. Je crois qu'il y avait à peu près 7 ou 8 secondes et puis à la fin. Quand Grosjean se fait dépasser par McLaughlin, c'est ça, il reste 8 secondes et après ça termine, il reste 1 seconde moins. Ouais. Donc, non, mais pour moi, il y a eu ça. Selon moi, il détient la plus belle action de la course, c'est-à-dire il s'arrête en premier. McLaughlin tente l'overcut, ça fonctionne. Il ressort devant Grosjean. Grosjean n'attend pas, il lance une attaque tout de suite. Ils sont dans un virage qui se resserre sur la droite. Grosjean décélère un tout petit peu, il se place totalement à gauche pour avoir une meilleure sortie. Là, on sent un peu l'expérience F1. Ça passe, impeccable. Le virage d'après, c'était un gauche, il avait l'avantage, il était à l'intérieur. Tac, terminé, c'était bon. Après, par contre, il n'a pas pu s'envoler comme il avait pu le faire avant. Je pense que McLaughlin a peut-être utilisé aussi un petit peu de pass-to-pass. Et puis, il y a eu cette erreur qui permet à l'Américain de repasser. Pas américain, mon cher ami, néo-zélandais, pardon. Mais selon moi, ça reste une course très solide pour Grosjean. Il sort un petit peu de l'étiquette qui commençait à lui coller à la peau l'année dernière avec les différents accrochages qu'il avait pu avoir. L'année dernière à Barber, c'est là où il y a l'embrouille avec Graham Rahal et ça commence là. Voilà. Oui, effectivement, là, depuis le début de la saison, effectivement, il termine que 2 courses sur 4, mais 2 courses qui ne terminent pas. Il y a une où il n'est pas responsable parce que c'est clairement de la faute de McLaughlin, et la deuxième où c'est sur un ovale et ça joue à un déventement à un tour de la fin. C'est quelque chose qui peut arriver à tous les pilotes. On a vu les plus grands pilotes d'IndyCar à qui ça arrive. Par contre, depuis Saint-Pétersbourg, nickel.
Là aussi, pareil, tu l'as dit à chaque fois. Effectivement, sur la fin de course, il n'avait plus de push-to-pass, mais sur le reste de la course, il a très bien su le gérer. La dernière fois, à Long Beach, il savait aussi très bien le gérer. Le fait qu'il ait aussi une vitesse naturelle plus importante que beaucoup de pilotes lui permet de moins utiliser le push-to-pass et de le garder pour la fin, ça c'est un avantage. Mais voilà, donc effectivement, pour moi, ça va venir. On n'était que sur le premier outil de la saison, hein. Il nous en reste encore 6 à venir, si je compte bien. Donc, dont 2 fois l'Indy GP. Donc, il y a le temps pour qu'il en gagne une. Et j'ai totalement confiance dans le fait qu'il en gagne une. Nous, on croise les doigts. On Nous, on croise croise les doigts, les doigts. effectivement. On y Et croit pour d'ailleurs, gros main. je compte terminer là-dessus, mais et vu qu'il est régulier et vu qu'on a vu que sur Texas, il n'était pas mauvais sur un ovale, peut-être qu'il va pas en gagner beaucoup dans la saison, peut-être qu'il va en gagner qu'une, peut-être qu'il va pas en gagner. Par contre, il sera dans la lutte pour le titre s'il continue de courir comme ça à chaque course. Parce que à Maintenant, être dans le rythme pour être top 5 à chaque course, c'est ce qu'il faut pour être. C'est ce qu'il faut pour être. Enfin, la première course, il se battait pour la victoire. La deuxième, il se battait pour le top 5. La troisième, il se battait pour le podium. Là, il se battait pour la victoire. C'est ce qu'il faut pour être champion. Et ma- pour moi, c'est ce qui est optimiste. Enfin, ce qui me maintenant, permet d'être optimiste pour la suite de la saison. maintenant, pour lutter pour le titre, il faut éviter les accrochages et les accidents. C'est ça. Et il y aura quelques circuits un peu chauds, notamment l'urbain de Nashville qui est un peu tortueux, l'Indy 500 qui va être très particulier, mais même les prochains ovales qui vont arriver, que ce soit Gateway ou Iowa, ça va être des ovales un peu moins rapides et qui vont lui permettre d'être plus dans une configuration, pas routier, mais plus proche que ce qui est Texas et Indy. Et ouais, c'est tout bon pour la suite de la saison. Si Indy et Nashville ils s'en sortent bien, pour moi sur les autres circuits, il n'y a pas de souci. Franchement, imaginons, allez, soyons fous. Imaginons, Je sens que tu vas dire une dinguerie là. il gagne le championnat sans gagner aucune course. Mais Pourquoi après là je te pose la question, est-ce que le plus beau c'est d'avoir 5 victoires en IndyCar sur ta carrière ou d'avoir un titre en IndyCar sur ta carrière sans victoire? Bah, on retient ton titre, hein. Je veux dire, ton nombre de victoires. Surtout en C'est. IndyCar où la Ouais. course peut jouer à la loterie, tu vois. Mais un Mm, titre. mm. Donc là-dessus, Voilà. nous on a vibré, on était tous les quatre sur le chat de la rédac parce qu'il y avait aussi Thomas et Louis qui étaient Ouais. avec nous, on était tous les quatre à vibrer. Et sur cette course-là, il nous a fait vibrer et on le dit à chaque course. Nous, on a à chaque course qu'il va y avoir d'IndyCar cette saison, il y a une hype qui va monter Mm, par rapport à Grosjean et qui est super cool. Et c'est grâce à lui et mm. on le remercie et on est de tout cœur avec lui sur cette saison. Non pas qu'on n'aime pas les autres, hein, big respect à une grosse partie du plateau d'IndyCar. Aurélien chez nous est un fan de Will Power. Moi, j'ai toujours aimé Scott McLaughlin pour d'autres raisons. Tout le monde a ses petits chouchous, mais on est tous unis derrière Romain Grosjean et ça, c'est beau. Grand fan de Papiral, je précise. Surtout Gros, quand il se met dans le mur. voilà, gros. Chacun. Ou dit Francesco, c'est au choix. Ou le Canadien fou. Eh bien, écoute, Pierre, je te propose de terminer là-dessus. On se revoit dans peu de temps, puisque là, on va enchaîner les week-ends de Ouais. course. Mon Dieu, on n'est pas prêt de s'arrêter, hein. Je pense que même, il est possible même que le seul week-end où il n'y ait pas de F1, c'est-à-dire dans 15 jours, vu qu'il y a l'IndyCar, peut-être qu'on l'avera. C'est pas sûr, je garantis pas encore, mais c'est possible. Pour le reste, on Bah, sera là. on sera là et ce qu'on espère, c'est au fur et à mesure, c'est des lives que ceux qui nous suivent, déjà on vous remercie, c'est la première chose. On espère que ça va continuer dans le bon sens. On espère aussi continuer à faire tourner un petit peu les équipes, c'est-à-dire avec Clément, Oui, on est on a beaucoup lancement, mais parce qu'on on a est plusieurs membres d'équipe qui ont une vie voilà, personnelle plus agitée que la nôtre, on va un dire. peu et professionnel, un peu prenante. Et Voilà. professionnelle un peu prenante. Voilà. On pense à Ouais, Thomas, on pense à Louis, on pense à ouais. Aurélien qui ont des vies professionnelles actuellement très prenantes. Mais ils sont là sur le chat de la rédac. On continue de parler. Ne vous inquiétez pas. On tourne, on essaiera. Après, nous, ça nous fait plaisir d'être là, hein, de parler. Ouais. Mais Ah ouais, non, c'est clair, mais je pense que pour vous aussi, ça peut être bien peut-être de revoir certaines personnes, de voir de nouvelles têtes. Clyde, si tu nous vois, oui, voilà, au moins le message est passé. Et puis, écoutez, en tout cas, on vous remercie. Je te remercie une nouvelle fois, Clément. Et puis, on essaye de se donner rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de Miami, en espérant que ça soit un peu différent que la purge en Azerbaïdjan.
C'est vrai, Ouais, on va t'as- sur les terres de Pitbull la semaine prochaine, en Floride. Mr. Worldwide, voilà, la Trackhouse Racing. Allez, passez une bonne soirée tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Prenez la soin de vous. compagnie.